Parti. Bonjour Alban, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast pour cet épisode 10. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Alors aujourd'hui, on va parler hypersensibilité et plus particulièrement, on va évoquer ton livre, enfin qui n'est pas que ton livre, Main dans la main vers un monde plus sensible, comment révéler les hauts potentiels émotionnels, que tu as coécrit avec Flora Gavant, Christine Leclerc-Scherling et Saverio Tomasella. Tu as rédigé la première partie de ce livre qui est du coup en 4 parties. Et on va surtout évoquer voilà, ce que toi, tu as pu, écrire sur l'hypersensibilité. Alors, ma première question est celle de ta définition de l'hypersensibilité. Quelle différence tu fais entre haut potentiel émotionnel et haut potentiel sensible, puisqu'on entend ces deux termes régulièrement. Et dans ce livre, tu évoques aussi une très belle image, celle du Stradivarius, pour parler des personnes hypersensibles. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, pour reprendre au tout début de ta question, l'hypersensibilité, j'essaie de donner une définition très simple en fait en disant que c'est la sensibilité plus élevée que la moyenne en matière que ce soit sensorielle et émotionnelle. Donc, d'où vient la question, la différence entre potentiel émotionnel et sensible? Là, c'était un souhait de l'éditeur de mettre au potentiel émotionnel sur la couverture. On aurait plutôt voulu, avec Saverio et Christine, mettre au potentiel sensible. Après, bon, c'est vrai que c'est un peu plus répandu de parler de potentiel émotionnel. Moi, je préfère au potentiel sensible, parce que ça dit un peu la même chose, mais au moins, il y a l'aspect sensoriel aussi, alors qu'émotionnel, on n'est que dans les émotions. Donc, je trouve que c'est un peu limité comme terme. Voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère au potentiel sensible. Et pour l'image du Stradivarius, alors là, c'est quelque chose qui m'est vraiment été inspiré par une pianiste qui est venue sur Douessens, qui était en Suisse, Claire Margot. Et c'était donc dans un contexte un peu musical, voilà, que m'est venue un peu cette image-là. Et ça me paraissait très parlant. Après, je voyais un certain écueil que je dis aussi dans le livre. Pour certaines personnes de l'extérieur, me disent ça fait peut-être trop. Enfin, voilà, comme le Stradivarius, c'est des violons très chers et tout ça. Alors, c'était pas cet aspect-là, quoi. C'était vraiment l'aspect rareté et puis justesse. Et donc voilà, je suis très touché que cette image puisse toucher parce que j'étais un petit peu parce que au début que ça m'était apparu comme ça et je trouvais ça vraiment assez très parlant et puis après quand je la questionnais comme souvent après quand je questionne les choses ouais non peut-être pas en fait donc voilà. Non, au contraire, je trouve que c'est une très belle image et tu l'expliques tout à fait sincèrement dans le livre en enlevant ce côté il y a le côté délicat et il y a le côté déjà en plus objet, le Stradivarius en tant que tel, cet objet finalement d'art qui est si particulier, en enlevant tout le côté trop perfectionné ou trop supérieur ou tout ce qu'on peut aussi mettre comme étiquette par rapport au potentiel sensible. Donc non, tu l'expliques très bien et c'est surprenant parce qu'on a tellement de termes galvaudés qu'on entend au quotidien que celui-là, on l'avait jamais entendu, donc c'est chouette. Alors, moi, ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est toi. Quand est-ce que chez toi, tu as compris que tu étais différent et à quel moment tu as vraiment découvert ton hypersensibilité ou ton haut potentiel sensible? Il y a plusieurs étapes. Alors, différent, je ne sais même pas s'il y a une étape tellement dès le début, je me suis senti différent. Hein. Je pense que bon, ça remonte quand même à l'entrée à l'école. Et ça a été un peu plus clair à l'entrée à l'école primaire, où là, c'était vraiment très criant. Mais déjà à l'école maternelle, je me sentais quand même différent. Alors, si je remonte originellement au tout premier truc, j'avais l'impression j'avais l'impression que les autres enfants étaient beaucoup plus comment je pourrais dire le meilleur mot, je sais pas, mais enfin, qu'il y avait une agitation, tout ça qui semblait me dépasser un petit peu. Enfin, et je sentais que eux me voyaient pas comme eux et que moi je me sentais pas tout à fait comme eux, enfin majoritairement. Quoi. Mais après, c'est difficile de mettre des mots, surtout dans ce ressenti-là d'enfant comme ça. Mais en tout cas, la différence, la prise de conscience de la différence, elle est vraiment elle arrive vraiment très, très, très tôt. Mmh. Et déjà, je pouvais me sentir un peu différent, même face à mes parents ou face à d'autres adultes comme ça, où j'avais l'impression hum, que eux, comment je pourrais dire ça au mieux, qu'ils admettaient un peu un espèce de cadre et tout ça qui, moi, déjà, me semblait pas forcément très naturel.
Mais bon, après, j'ai tellement enfant aussi que forcément, je ne connais pas beaucoup. Il y a une phase d'apprentissage et d'intégration. Mais déjà là, déjà en regardant mes parents, vraiment, j'ai l'impression de bébé, en tout cas les tout premiers souvenirs que j'ai, déjà, j'avais déjà l'impression d'une différence dans la perception des choses. Voilà. Donc la différence, c'était vraiment très, très, très tôt. D'accord. Et après, l'hypersensibilité, alors là, il y a 2 temps, parce que je me rends bien compte sur tout l'aspect émotionnel. L'aspect sensible aussi, parce que je me rends bien compte que enfin, j'ai des réactions au bruit ou lumière criarde et tout ça, que la plupart des personnes me disent bah quoi, bon, je vois pas le problème. Donc je me rends compte assez tôt. Après, pour que vraiment je prenne conscience, je me rends compte qu'il y a des choses qui me posent problème quand on ne pose pas aux autres. Après, je ne vais pas mettre un mot dessus spécialement. Après, je me rends compte que j'ai une émotivité plus forte que la moyenne et puis une sensibilité plus forte que la moyenne. Mais à cette époque-là, je ne connais pas ce qu'on dit sur l'hypersensibilité. Et donc, le terme, je ne le connais pas spécialement dans ce qu'il veut dire maintenant. Je connais juste le fait d'être très, très sensible, donc hypersensible. Mais je n'ai pas une prise de conscience comme ça. Puis ça me semble quelque chose qui fait peur aux gens en général, ou qui les fait rire, d'ailleurs, enfin, suivant les contextes, quoi, enfin, quelque chose qui est reçu de façon hostile, en tout cas, que ça soit, enfin, de différentes façons que ce soit, ou des gens qui disent oh là là, mon pauvre, ou alors n'importe quoi, ou alors mais c'est vraiment pas normal. Enfin, dans tous les cas, c'est hostile. Et donc là, c'est quand la première personne en fait que je rencontre, la première personne de ma vie, l'année de mes 30 ans, qui me dit qu'elle est surdouée elle aussi, et qui me parle d'hypersensibilité comme une des caractéristiques du surdoué, qu'à ce moment-là, je me mets à faire des recherches donc sur des livres qui sont sur le sujet, puis je vais découvrir notamment les livres de Salvador Tomasella, et c'est à ce moment-là donc que je vais prendre conscience de l'hypersensibilité, mais en tant que caractéristique qui m'est pas que propre, quoi. Alors que jusque-là, en plus, j'essayais pas de trouver d'autres personnes. C'est bizarre d'ailleurs. Hein. C'est comme si je pensais quand même être le seul à avoir ça, quoi. J'avais pas trop l'idée d'aller trouver des personnes ou de questionner les personnes pour voir exactement ce qu'elles ressentaient ou tout ça. J'ai l'impression que c'était quelque chose en plus qui était tellement rejeté par les autres que je le gardais vraiment pour moi, quoi, cet aspect-là. D'accord. Au sein de ta famille également, tu n'as pas trouvé un déco sur ce que tu vivais? Non, et pourtant c'est curieux parce que ma mère est hypersensible aussi, clairement, mais je pense que bon, peut-être qu'elle le vit mal elle aussi et que c'est pour ça qu'il n'y a pas, mais il y a pas eu cet écho-là du tout, ni au sein de ma famille, ni au sein de mes proches, personne, quoi. Vraiment, c'était quelque chose. Mais alors que pourtant il y avait matière, hein, quoi. C'est ça qui est bizarre. Mais non, vraiment, je vivais ça très seul, en plus comme quelque chose d'assez honteux ou un peu effrayant, donc qui me stressait, donc qui rajoutait de l'émotivité encore plus forte, donc qui finissait par devenir vraiment quelque chose de très difficile à vivre dans certaines situations. Alors, l'écho que j'entends, moi, en tant que coach, pardon, c'est justement cette idée que quand on comprend et quand on commence à connaître, à mettre des mots dessus et à prendre conscience de ce mécanisme-là, enfin de nos mécanismes en général, là on parle de l'hypersensibilité, mais ça peut être autre chose, les choses évoluent parce que on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, on se rend compte que c'est quelque chose de normal, on se rend compte que, ah bah tiens, on fonctionne comme ça explique un certain nombre de choses, on revoit parfois sa vie défiler avec ce prisme-là, et ça peut tout à fait conduire à un changement, donc soit une acceptation comme on va le voir plus tard là dans le livre, mais également le fait qu'on va se mettre à vivre vraiment sa vie telle qu'on est et plus avec un masque, plus avec un faux self, etc. Donc, Et moi, ça arrivait très très vite en fait dès qu'en fait que cette personne là que j'ai rencontrée, qui était la première personne qui me dit qu'elle était surdouée aussi quand j'avais 30 ans, mais dès qu'elle m'a parlé de ça, dès qu'elle m'a parlé de l'hypersensibilité associée au fait d'être surdouée, déjà là, déjà je me suis dit ah bon bah c'est normal, alors on va l'accepter. Et après, en plus en découvrant un peu les ouvrages et même en les lisant pas spécialement, parce que la plupart des ouvrages que j'ai lus, je les ai lus en diagonale, quoi, mais j'y ai trouvé vraiment quelque chose qui m'a fait très très vite basculer et puis prendre ça, l'accepter, prendre ça positivement, le prendre comme un atout. Parce qu'à partir du moment où j'étais rassuré sur le fait qu'on pouvait faire avec et qu'il n'y avait pas à se battre contre, ça s'est déroulé très facilement. Parce que c'était vraiment ça le blocage. C'est que pour moi, je pensais que, vu la réaction hostile des gens autour, je pensais vraiment qu'il fallait combattre ça. Donc, je pensais vraiment pas qu'il fallait l'accepter et vivre avec. Et en peu de mots, quand j'ai retourné le truc en me disant ah bah si, c'est normal. Enfin,
bizarre le mot normal, en plus, je n'aime pas trop la norme et tout ça, mais ça faisait quand même plaisir d'entendre que c'était normal, enfin, d'avoir cette conscience-là. Ouais, tout à fait. Et dans ton livre, tu dis que pour toi, révéler l'invisible est la vocation, et notre vocation, et celle des hauts potentiels sensibles. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est l'invisible à la majorité, en fait, enfin, dans le sens où, comme on a un seuil de détection plus faible et donc on perçoit beaucoup plus de choses, ben, on peut déjà informer la majorité, donc l'ensemble, on va dire, on peut informer l'ensemble de ce que la majorité ne voit pas encore, donc ce qui est invisible aux yeux de la majorité. Nous, on peut déjà le dire, donc dans certains cas, ça peut être effectivement ça peut révéler des choses qui peuvent passer complètement au radar pour la majorité, mais ça peut aussi faire devancer quelque chose, anticiper, où on voit déjà les conséquences de quelque chose qui n'est pas encore visible sur les radars, on va dire, plus classiques ou plus conventionnels ou majoritaires. Et donc, enfin, c'est pour ça, ce que je dis, c'est que souvent, si on place les hypersensibles à des positions où ils sont écoutés, ils peuvent apprendre beaucoup de choses et puis faire qu'on n'ait pas besoin enfin, qu'on puisse intervenir en prévention et non pas une fois que le dégât a été causé. C'est vraiment ça. D'accord, c'est un peu le lanceur d'alerte, en quelque C'est sorte. ça, oui. Alors justement, parfois, ça peut avoir une dimension particulière et entre guillemets «dangereuse», dans le sens où, être hautement sensible, peut parfois, laisser penser aux autres que ce sont des personnes fragiles, enfin qu'on est des personnes fragiles. Mais au contraire, pour toi, tu penses ceci: «Notre sensibilité élevée ne nous rend pas vulnérables aux manipulateurs, c'est notre rapport à nous qui crée cette brèche dans laquelle des personnes prédatrices s'engouffrent». Alors déjà, j'ai envie de te demander, comment est-ce qu'on referme cette brèche? Comment est-ce qu'on surmonte ces difficultés-là? J'hésite entre chercher une réponse un peu plus fouillée ou dire simplement que, enfin, ce qui me viendrait tout de suite, c'est dire en apprenant à s'aimer. Mais bon, après, je sais que c'est un chemin assez long, plus ou moins selon les personnes. Puis, il y a des étapes. Il paraît aussi des fois très long, alors qu'il peut être beaucoup plus rapide que ce qui peut nous paraître au départ. Mais je sais qu'à certains moments, enfin, moi aussi, en plus, c'est arrivé assez vite, comme je disais, comme la prise de conscience et tout ça. Mais pendant longtemps, oui, ça semble même inaccessible quasiment. Donc, mais je pense que la clé est un peu là. Après, si je vais faire la réponse un peu plus fouillée, ouais, enfin déjà, enfin, peut-être une phase d'acceptation. Si c'est plus facile à entendre que s'aimer déjà, parce que ça peut venir après, puis ça peut un peu faire peur. Mais déjà s'accepter. Et quand on s'accepte et qu'on se respecte, on pourrait dire, hein, accepte, respecte, déjà, on n'a plus cette brèche-là, parce que la brèche où la personne un peu malveillante, ou en tout cas qui a un fonctionnement qui est malveillant, va attaquer un peu, c'est la brèche qui est en nous, ce manque de respect, ce truc qu'on autorise, on l'autorise à faire ce qu'il nous fait, quoi. Même s'il peut abuser, au départ, il a quand même fait ça parce qu'il y avait une brèche, parce qu'il y avait un espace où il pouvait rentrer, où il pouvait aller titiller quelque chose qui était, comment dire, enfin, qui était ouais, accessible chez nous. Tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est nous qui permettons que cette personne arrive jusqu'à nous, en fait. Et que cette brèche, on est libre de la refermer par un cheminement de prise de conscience, d'acceptation, de posture aussi, dans laquelle on se place. Alors, toujours dans les difficultés que peuvent rencontrer les personnes hypersensibles, tu cites, le fait que, ces personnes peuvent être facilement portées au syndrome de Cassandre ou au syndrome de l'imposteur. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur et moins du syndrome de Cassandre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Pour moi, ça me semble assez lié, hein. C'est-à-dire que, enfin, ouais, c'est dans le même truc où, parce que j'ai l'impression que ça joue quand même un peu sur enfin, la même fragilité, c'est-à-dire le fait de pas avoir assez confiance en soi et donc voilà, le manque de confiance. Moi, paradoxalement, parce que j'étais souvent très campé, on va dire, sur certaines idées quand j'étais plus jeune, mais
pour ne pas, enfin, comment on pourrait dire ça? Pour ne pas heurter les personnes autour ou pour pas rentrer dans quelque chose de conflictuel ou tout ça, j'aurais pu admettre n'importe quoi, quitte à enfin bon, à vraiment me dévaluer, rogner ou dire quelque chose qui était inverse. Alors par ailleurs, j'ai l'impression d'avoir une grande lucidité puis de voir les choses beaucoup plus lucidement que la plupart des personnes autour. Mais d'un autre côté, j'aurais été prêt à avouer tout l'inverse de ce que je voyais parce que voilà. Donc ouais, parce que si je voyais que c'était pas, que ça allait pas être accueilli ou que même ça allait générer de l'hostilité ou qu'on n'allait pas me croire, je pouvais vraiment mais vraiment c'est le côté émotionnel, c'est un peu la protection émotionnelle parce qu'on sait que si c'est conflictuel et tout ça, bah, que ça va trop nous perturber. Donc là, j'ai l'impression de rentrer en jeu un petit peu les deux. Bon, après, c'est un peu l'imposteur, c'est soit avec soi, et puis l'autre, c'est plutôt la manière dont c'est accueilli. Mais, D'accord. Les HP, au potentiel, et au potentiel sensible également, ont souvent une quête de perfection. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît et qui fait partie du fonctionnement de beaucoup de gens, mais particulièrement chez ces personnes-là, également pour aller contrer un petit peu ce syndrome de Cassandre ou de l'imposteur aussi. Et toi, tu dis, ne cherchons pas à être parfait, mais à être juste. S'il y a une exigence à avoir, c'est une exigence non de résultat, mais d'authenticité, d'honnêteté avec soi-même. Alors, je partage tout à fait ce point de vue et ça m'a fait énormément de bien de lire cette phrase. Mais quand même, ce qu'on constate, c'est qu'on s'enferme parfois dans un faux self, dont tu viens d'en parler. Et même quand on s'en rend compte, parfois on a du mal à en sortir. Est-ce que tu peux apporter, alors tu l'as un petit peu évoqué, mais ton éclairage, ton témoignage là-dessus, comment est-ce qu'on sort de cette quête de perfection, du besoin qu'on a de penser vouloir répondre à ce qu'attend l'environnement autour, pour finalement se recentrer sur soi et transcender tout ça par être juste nous, dans toute notre simplicité, notre authenticité, et finalement de pouvoir se regarder dans la glace en étant honnête avec soi-même. bah, j'ai envie de dire, c'est un très long parcours et à la fois, c'est un peu, enfin, c'est pas forcément long, mais c'est, ouais, enfin, j'allais dire, c'est un très long parcours et à la fois, ça peut se faire un peu en une étincelle, mais que, ouais, pour répondre à ta question plus mieux, j'en sais rien, j'ai l'impression que je vais dire toujours un petit peu la même chose parce que j'ai l'impression que c'est s'accepter, enfin, le processus, c'est toujours un petit peu les mêmes clés, quoi, c'est toujours s'accepter, s'accueillir, s'aimer, mais comment on pourrait dire ça au mieux? La, Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui, toi, t'a permis de faire ce shift? Parce qu'il y a deux étapes. Le fait de se reconnaître en tant qu'au potentiel sensible, c'est une chose. Mais ensuite, le fait de comprendre qu'on a le droit d'être autre chose que ce qu'on a été jusque-là, c'en est une autre. C'est ça, mais c'est quand on arrive enfin, quand on est à un moment où, on se dit, on se juge plus parce que, enfin, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans enfin, oui, ce que je pourrais dire au mieux, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'il a fallu vider vraiment qui j'étais avant, c'est-à-dire un peu ce que j'avais dans la tête et tout ça, pour faire émerger ce que j'étais plus profondément. Mais pour là-dessus, il faut d'abord beaucoup lâcher sur les peurs, parce que c'est vrai qu'au début, ça peut faire un peu peur, et le vide fait peur, et ce qui émerge fait peur, parce que l'intellect, il ne sait pas qu'est-ce qui va émerger, donc il se dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc, qui c'est, enfin, limite, je ne le connais pas, mais donc, enfin, qu'est-ce qui va sortir, quoi, parce qu'on a envie de se rassurer en se mettant des idées, des contextes rattachés à quelque chose qu'on connaît et tout ça, donc il y a un processus là. Alors, je pense qu'il y a plusieurs clés là-dedans, mais moi, j'ai beaucoup, enfin, mon processus à moi, ça a été beaucoup de faire le vide d'abord. Ça s'est fait en plusieurs étapes. D'ailleurs, ça s'était fait avant cette prise de conscience dont je parlais tout à l'heure avec l'hypersensibilité. Et faire le vide et puis de faire le vide de tous les trucs qu'on a appris, c'est-à-dire appris par rapport aux postures, par rapport aux façons de se voir, de se comporter, enfin tous les faux self et tout ça. Mais c'est passé, enfin moi dans mon expérience, c'est passé vraiment par une période vraiment de vide total. C'est-à-dire que j'avais l'impression même que
quelque part, ça me faisait un peu peur. Bon, je me disais, de toute façon, ça ne peut pas être pire, donc on ne va pas trop avoir peur. Mais c'est vrai que cette impression de vide, à un moment, il fait peur. Et puis après, j'ai senti que j'étais rempli par quelque chose qui n'était plus de l'ordre de quelque chose de… Enfin, qui n'était plus l'ordre de décor ou de costume, comme ça qu'on se mettait et tout, mais quelque chose qui montait de quelque chose de plus profond, de quelque chose de plus juste, justement. Et puis après, en étant dans cette conscience-là, ben, j'ai toujours ce truc de justesse par rapport au perfectionnisme, c'est que j'ai l'impression de sentir dans mon corps, en scannant l'aspect émotionnel, en scannant tous les ressentis d'ailleurs qu'on peut avoir dans le corps, qu'ils soient de l'ordre physique, émotionnel, tout ça, tout ce qu'on peut sentir comme tension, au contraire relâchement. Enfin, donc de se scanner toujours pour sentir en fait ce qui est juste. Et donc, l'exigence, au lieu de la placer sur perfection, il faut tout faire bien, il faut tout paraître bien et tout ça, alors, revenir. Alors, au début, c'est vrai que c'est peut-être beaucoup, parce qu'on a tendance à partir dans les mécanismes qu'on a ancrés par des comportements pendant plusieurs années, mais à chaque fois, on revient. Enfin, nous, c'était beaucoup revenir au corps. À chaque fois, donc, de poser des questions comme ça. Non, mais revenir, qu'est-ce qui est juste? Est-ce que vraiment là, ce que je fais, ça me va? Est-ce que je suis vraiment à l'aise avec ça? Ou est-ce que ça me remet un peu dans une situation de stress? Est-ce que ça me remet un peu dans une situation de peur de ce que l'autre pense de moi ou tout ça? Puis alors, si ça fait ça, non, revenir au corps, respiration, c'est-à-dire bien rester dans quelque chose de juste. Puis après, ça se fait un peu tout seul, même si je me pose toujours un peu la question de la justesse et qu'il y a le scan, il n'y a pas cet effet de toujours revenir, de toujours quand on ne se sent pas très bien ou qu'on se dit non, là, peut-être que ce n'est pas vraiment comme ça que je pense, mais je dis ça, mais c'est peut-être pas tout à fait ça, je dis ça un peu pour faire plaisir, un peu pour pas faire de vagues ou tout ça. Revenir en disant non, je reviens aux sensations du corps, je ne repars pas dans ces trucs-là qui me font me sentir mal ou à court terme ou à long terme. Je reviens dans quelque chose de… C'est un alignement, si on pourrait dire. La justesse, je pense, dans le corps, on le sent beaucoup comme un alignement. Oui, tout à Une fait. harmonie. C'est ça. Alors c'est vrai que dans ton livre, tu dis cette phrase: «En tant qu'ultra sensible, on a la grande chance d'avoir un corps qui nous parle plus fort. S'il est sage d'écouter son cœur, il est encore plus sage d'écouter son corps». Donc le retour au corps est parfois une solution, et cette solution, on peut l'activer, finalement immédiatement, partout où on est. Partout où on est dans son corps. Et c'est vraiment chouette, de le rappeler effectivement. Il y a un aspect que j'aimerais bien évoquer, rapidement, c'est le monde du travail. Parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question à moi, et on vient aussi beaucoup me voir, pour des accompagnements, parce que, les personnes ont du mal à trouver les clés, dans le monde professionnel. Et toi, tu partages dans le livre que tu n'as jamais trouvé de porte d'accès au monde professionnel autre que dérobée. Est-ce que tu peux nous parler, rapidement de ces difficultés que tu as pu vivre? Je ne les ai jamais vraiment clairement identifiés. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas, d'avoir compris pourquoi il y avait cette espèce de blocage ou d'incompatibilité, vraiment, parce que je vivais vraiment qu'une incompatibilité. J'avais du mal à comprendre, c'est-à-dire tous les entretiens d'embauche que j'ai faits, j'ai jamais été… Bon, je sais que c'est parce qu'on a toujours vu au premier abord comme ça que j'étais tremblant ou tout ça, puis qu'après, bon voilà, ça me discréditait totalement, définitivement. Mais souvent, comme ça m'a pas… J'ai pas réussi à mettre vraiment le doigt sur pourquoi il y avait une incompatibilité, outre le fait de cette émotivité qui était mal perçue, qui était interprétée comme de la fragilité ou du stress ou une faiblesse, en tout cas dans le cadre du travail. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu quelque chose de plus profond, parce que déjà, le système scolaire, c'était déjà très, très, très dur. Il y avait l'impression vraiment qu'il y avait une incompatibilité viscérale. Et puis avec le contexte vraiment d'entreprise, enfin, quand je dis dérobé, c'est parce que ma première expérience professionnelle, c'était de créer une entreprise. Et puis après, bon, c'est beaucoup des professions indépendantes artistiques et après associative, mais le cadre vraiment professionnel, j'ai expérimenté un mois parce que il y avait une part du test qui était à l'écrit, j'étais le premier à l'écrit, donc il m'avait dit que l'oral c'était mal passé, hein, mais comme j'avais été le premier à l'écrit, il me donnait quand même, parce qu'ils avaient pas mal de postes à distribuer, mais voilà, j'ai pas été validé, puis ça a duré qu'un mois, bon, c'était un travail qui m'allait pas du tout, enfin, bon, c'était répondre au téléphone, c'était assez inintéressant, j'étais pas bien, mais c'est la seule fois où j'ai eu une expérience de travail classique dans un monde professionnel, salarié, non indépendant, quoi. Enfin, la seule expérience de travail non indépendante. Donc voilà, j'ai toujours l'impression d'être arrivé, puis même en écrivant, parce qu'au début, enfin,
il faut du temps avant que ça soit reconnu, on va dire, comme une profession. Au départ, les gens prennent ça comme quelque chose de circonstancié à un livre particulier, à un thème, ou alors c'est plutôt un hobby ou un truc comme ça qu'on fait à côté. Mais c'est beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai l'impression de passer par une porte dérobée, parce que je suis arrivé à ce que mon écriture soit considérée comme quelque chose de professionnel au bout de beaucoup d'années. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir trouvé qu'une porte dérobée. Mais ouais, enfin, pour moi, c'était vraiment très compliqué. Et je pense qu'il y a quand même il y a une incompatibilité viscérale que je ne sais pas vraiment exprimer par des mots. Oui, mais c'est ce que vivent les gens sans avoir forcément, comme tu dis, c'est des situations dans lesquelles il se passe quelque chose et ils se disent, je comprends pas, j'ai l'impression de pas être sur la même planète. Voilà, et c'est tous ces codes alors soit ça va pas effectivement leur aller, et ce sont des personnes qu'il va falloir accompagner vers autre chose, parce qu'il y a aussi se faire violence tous les matins pour entrer dans un moule, pour faire face à des situations et un environnement qui leur est difficile, voire hostile. C'est pas une vie. Donc c'est aussi accepter tout simplement que ça nous correspond pas, que c'est pas fait pour nous, et pouvoir construire un projet qui va répondre à ce besoin de sens, et dans lequel on va être effectivement à l'aise, et qui va pouvoir, voilà, qui va pas nous générer à l'intérieur des peurs, des mécanismes de défense en permanence, parce que c'est l'épuisement assuré au bout. Donc toi, tu as trouvé ta voie par l'écriture, effectivement, et on te remercie parce que ça fait vraiment du bien de te lire, en tout cas. Et c'est pour ça que j'ai construit voilà, cette interview aussi sur les mots que tu as pu écrire, parce qu'ils ne sont pas choisis par hasard. Tu viens de le dire à plusieurs reprises, mais pour transcender toutes ces difficultés qu'on peut vivre quand on est un hypersensible, c'est vraiment d'apprendre à faire de cette hypersensibilité une force. Et ça passe effectivement par un processus que toi, tu as appelé la règle des 3 A, s'accepter, s'accueillir et s'aimer. Parce que pour toi, l'amour est la plus haute forme d'intelligence. Tu vas même jusqu'à dire que loin de rendre aveugle, l'amour donne la vue. As-tu un Oui. commentaire à faire là-dessus? Oui, parce que quand on aime, on ressent tout plus. Enfin, il y a une harmonie qui se crée. Enfin, il y a quelque chose. On n'est plus. Enfin, je veux dire, enfin, mais je rebondis un peu sur la question d'avant, mais c'est un peu quelque chose comme ça. Quand même, je pourrais dire, ben, après, mais si je dois aller dans mon ressenti, puis je vais le faire, je dirais ça. Je dirais je pense que le monde du travail, pour moi, est assez incompatible, parce que j'ai l'impression que c'est assez incompatible avec l'amour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de notion, il y a une notion de qu'on dit, de productivité. Enfin, Performance. oui, c'est ça. Enfin, bon, tous des concepts comme ça qui sont comme si on utilisait quelque chose pour un tel but, comme ça, tout ça, mais il y a pas de côté. Et ça, pour moi, là-dedans, c'est très, très étouffant. C'est un truc qui va me passer complètement au-dessus de la tête. Ou alors, si j'essaye vraiment de rentrer dedans, mais je vais m'étouffer, ou ça va même quand même pas marcher, même si j'essaye avec la meilleure volonté, je serai quand même à côté. Enfin, il y a un côté comme ça. Et l'amour, effectivement, je trouve que oui, c'est vraiment ce qui donne la vue, parce que bah déjà, j'ai l'impression de, comment dire, j'ai toujours l'impression de voir les choses, enfin, qu'il y a la lumière qui se met un peu quand on touche un peu ce côté-là, quand on, parce que quand on aime les personnes, ou quand on aime, ça c'est même aimer la vie, hein, c'est même être amoureux de la vie, un peu c'est un état d'être. Je dis souvent, enfin, ce que je dis, c'est que être hypersensible, c'est un peu comme être tout le temps amoureux, quoi. On a tous les sens toujours en éveil, on alterne entre une grande force qui paraît invulnérable, et puis des moments d'extrême vulnérabilité, et puis il y a tout un truc comme ça qui se répond avec un peu bah, tout ce qui nous anime, et puis tout ce qui est autour de nous, tout ce dont on fait partie. Et c'est ça, en fait, je pense que l'amour, où il nous donne la vue, c'est qu'il nous fait bien prendre conscience du lien et de la, comment on pourrait dire, enfin, j'allais dire écosystème, ça ne doit pas être le meilleur mot, mais de la biosphère, je ne sais pas comment dire, dans laquelle on vit. Donc, Ouais. il y a tout ce rapport, voilà, il y a une espèce d'harmonie et un échange qui se crée, donc quelque chose qui n'est plus à ce moment-là que de la donnée, ou ça devient du vivant, du ressenti. C'est en ce sens-là, vraiment, que je trouve que ça donne la vue, c'est dans le sens que ça nous fait
entrer dans des ressentis, accueillir et puis avoir une conscience d'une interaction entre les choses et puis d'un instant présent. Et c'est plus un plan, quelque chose comme ça, quelque chose de très intellectualisé, quoi. Ça, l'amour nous sort aussi de l'intellect. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors, dans ta vie, il y a l'amour, il y a l'écriture, mais il y a également Surdou Essence. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette association et de t'engager? Alors, c'est vraiment, bon, il y a eu 4 ans qui sont passés entre, hein, mais c'est vraiment quand même sur les bases de ce que j'ai dit tout à l'heure, la prise de conscience avec la première personne que j'ai rencontrée qui m'a dit qu'elle était surdouée elle aussi. Mais le déclic, vraiment au moment où je l'ai créé, c'est parce que je faisais des dédicaces sur un salon, puis j'ai une personne qui m'a dit que quand elle lisait mes livres, hein, qui à cette époque-là n'étaient que des romans, j'écrivais que des romans, j'écrivais pas des livres comme celui-ci sur ces sujets-là, des romans qui étaient toujours, qui partaient toujours sur une base autobiographique. Toujours peut-être pas, mais enfin la plupart du temps. Et cette personne m'a dit que voilà, qu'elle était HP et puis que quand elle lisait mes livres, elle trouvait pour la première fois quelqu'un qui ressentait et qui disait les choses d'une manière où elle se retrouvait, alors que dans le monde, habituellement, tout ce à quoi elle était confrontée, elle ne se retrouvait pas du tout. Elle avait l'impression d'une incompatibilité totale dans tous les milieux entre sa façon de vivre, de sentir et de voir les choses et puis ce à quoi elle était confrontée. Donc, ça faisait un certain nombre de fois que j'avais des retours similaires, ou en direct, ou via les réseaux sociaux, ou messagerie, ou tout ça. Et donc, je me suis dit, il y a beaucoup de gens quand même qui se sentent seuls, et il y a beaucoup de questions qui se posent, et donc il faut faire quelque chose. Vraiment, c'était une fulgurance. Je me suis dit tout de suite, il faut faire quelque chose, puis il faut tout de suite que je fasse le jour même, que je pose un acte comme ça. Donc, tout de suite, j'ai réservé une salle. Enfin, du coup, j'ai téléphoné pour prendre un rendez-vous, pour visiter, pour réserver une salle. Mais tout de suite, j'ai fait un acte comme ça parce que je me suis dit, il faut quelque chose à faire et puis il ne faut pas réfléchir, oui, mais si, ça, faut vraiment lancer quelque chose. Et donc, tout est parti de là, en fait, d'une idée de réunir et puis autour de ces sujets-là pour faire se rencontrer les gens, pour faire fédérer, pour faire… moi, j'aime toujours beaucoup la symbolique de l'arc-en-ciel, toujours cette idée de mettre en perspective plusieurs points de vue, plusieurs sensibilités autour d'un sujet qui fédère, et puis de voir un peu tout ce que les gens voient qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a plein d'autres choses et qui soient en contact avec des personnes, alors que ce soit les intervenants ou les autres participants, qui ont un éclairage particulier, qui ont quelque chose à apporter à leur façon de voir les choses, que ça rebondisse, que ça partage, que ça échange et que ça soit plus ce truc que j'ai trop connu longtemps, moi, alors surtout enfant, adolescent et puis jeune adulte, c'est-à-dire cette impression d'être tout seul au monde, que tout le monde est différent, d'être complètement isolé et incompris, etc. Et alors que c'est pas vrai du tout, quoi. Donc voilà. Donc c'est parti de ça. Donc après le premier événement qui s'est fait assez rapidement et puis après voilà l'association. Et… Donc, le prochain événement, c'est samedi. Oui. En ligne. Tu nous Eh en ben, dis un petit mot? Oui, là, c'est sur la journée, enfin, c'est une journée avec une thématique particulière, quoi. C'est celle de l'éducation, enfin, celle aussi, on va dire l'éducation au sens large, parce que des fois, l'éducation, on peut penser que c'est vraiment l'école, c'est pas que l'école, hein, c'est aussi bien l'éducation parentale et puis l'apprentissage un peu en général. D'ailleurs, je me suis dit peut-être qu'apprentissage, c'était peut-être un peu mieux, mais bon, c'est pareil, en un seul mot, on n'a peut-être pas la vision tout à fait globale, mais enfin, c'est tous les processus pédagogiques, on va dire. On aurait pu dire pédagogique, c'était mieux comme mot. Et donc voilà, mais bon, c'est éducation du coup, éducation, donc c'est une journée éducation. Et puis, il y a des personnes comme Juliette Speranza, comme Nathalie Van Crenest qui interviennent, Élodie Crépel aussi. Et voilà, c'est sur toute une journée. Et puis, ce qui est formidable, c'est que depuis quelques temps, moi, j'étais plutôt hostile au départ à tout ce qui était virtuel, parce que vraiment, je ne concevais pas du tout Surdou Essence en activité virtuelle. Il a fallu vraiment qu'il y ait le confinement et tout ça. Pour moi, c'était vraiment ce qui était aussi important que les conférences, c'est l'échange entre les personnes, c'est les rencontres. Et ce qui est formidable, donc avec des outils comme Zoom ou d'autres outils qu'on a utilisés aussi en début d'année, c'est qu'il y a ce truc où les gens peuvent se rencontrer en petits groupes. Donc, en fait, entre les conférences, on se permet, entre les participants, de se rencontrer et d'échanger en petits groupes, en petites bulles, comme on va dire. Et puis voilà, donc ça recrée vraiment les conditions du direct, chose que je ne pensais pas possible avec le virtuel. Et je me rends compte que le virtuel permet finalement
beaucoup de choses. Donc, du coup, maintenant, je trouve que les deux sont bien. Ça remplacera jamais le présentiel, mais c'est aussi quelque chose de bien pour des gens en plus qui sont ou qui se déplacent difficilement ou qui sont à des endroits géographiques où c'est pas évident d'organiser des événements. Enfin bon, il y a plein de points positifs au virtuel et je m'y attendais vraiment pas du tout parce que j'avais côté, j'ai eu un téléphone portable qu'en 2010. Donc, j'étais longtemps réfractaire à toute cette technologie, on va dire. Donc voilà. Et oui, je comprends parce que moi, pendant longtemps, je n'imaginais pas pouvoir faire du coaching à distance. Et en fait, on active d'autres antennes, d'autres canaux et ça marche également très bien. Et comme tu dis, on peut toucher aussi une population plus large, géographiquement en tout cas. Donc, c'est intéressant. Alors, j'ai envie de te poser une ou deux dernières questions. Alors, la première, ça serait aujourd'hui, Alban, qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans ta vie de haut potentiel sensible? Bah, ouais, enfin, c'est bizarre. Oui, c'est-à-dire que c'est une peut-être qui me limite un peu parce que du coup, il me vient plusieurs choses en Ah tête. bah Il n'y en a vas-y, pas vas-y. une qui se distingue complètement. Non, mais je vais essayer de trouver une complètement. Bah, j'aime beaucoup ouais, je veux dire l'intensité. Ouais, je pense que si je devais dire un seul mot, ce serait l'intensité. Mais l'intensité autant de l'intensité du vécu général, mais l'intensité des échanges, l'intensité des émotions et de ce qui est véhiculé, enfin que ça soit à l'écrit, à l'oral. Donc un peu partout, vraiment le dénominateur commun à toutes les choses que j'aime le mieux dans ma vie, vraiment, c'est l'intensité. Et je trouve vraiment cette intensité quand on l'accueille et que parce que souvent ce qui fait qu'elle nous submerge, c'est un peu quand même voilà, enfin, qu'on en a un peu peur. Enfin, moi, dans mon cas, c'était vraiment comme ça. Ce qui me faisait quand elle me submergeait, c'est quand vraiment j'en avais peur. Mais quand elle est vraiment accueillie, et puis en plus, plus ça va, effectivement, quand on s'accepte bien soi comme ça devient très harmonieux. Donc l'intensité, elle est, enfin, ce que j'aime autant dans l'intensité, c'est pas que l'intensité. Enfin, c'est l'intensité reçue et émise, c'est l'intensité partagée, et c'est l'intensité qu'il peut y avoir un peu finalement dans tous les moments. Et une intensité qui donne parfois l'impression qu'elle nous fatigue, mais finalement, je trouve qu'elle me nourrit beaucoup plus qu'elle me fatigue. Bon, après, on a besoin aussi de moments, ça ne peut pas toujours être très intense, on a besoin de moments de récupération, mais je trouve que quand on se sent aligné, qu'on se sent dans la justesse comme ça, l'intensité, en fait, elle nourrit, elle fatigue pas. Bon, après, oui, comme je disais, il faut quand même Tout à fait. récupérer, mais ça se fait un peu tout seul aussi quand on est bien aligné. Justement, j'ai envie de reprendre tes mots là. Dans ton livre, tu dis la vie, c'est de l'émotion, des sensations, et plus on est sensible, plus on est vivant. Oui. Très très beau. J'adore cette phrase. Je pense que je vais me l'afficher sur le mur. Alors, j'ai envie de te laisser les mots de la fin. Alban, quel message souhaites-tu faire passer à nos auditeurs? Oui, que la sensibilité, c'est une très belle chose, qu'il n'y a pas lieu d'en avoir peur et qu'effectivement, le caractère hypersensible ou hautement sensible a un peu dilaté, on va dire, un peu tout, donc un peu tout ce qu'il y a, donc que ça soit positif ou négatif, ce qui fait que des fois, ça peut être un peu plus difficile à vivre, mais qu'en fait, c'est aussi un côté de qu'est-ce qu'on met dans sa vie ou comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on autorise ou pas à rentrer chez nous ou pas, et si on est j'aime pas trop mettre des barrières ou des filtres comme ça, mais enfin, quand même de pas, en tout cas, pas accepter ce qu'on sait qui est pas bon pour nous, et ben, ce qu'on a après dans notre vie, et puis ça se fait très vite aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose que j'aime bien partager, parce que je l'ai vraiment vécu comme ça, puis ça m'a vraiment très étonné, parce que j'y aurais pas cru du tout à l'avance, c'est que quand on touche un endroit où vraiment on s'accepte vraiment comme on est, et qu'on se sent comme ça dans cette justesse, et qu'on n'est plus à se préoccuper du regard de l'autre et tout ça, c'est assez magique. En fait, il y a un moment où tout devient assez harmonieux et où d'un seul coup, on rencontre plein de personnes qui sont en phase avec nous, alors que jusque-là, voilà, c'est ça aussi qui aide à ne plus avoir de faux self et tout. C'est que j'ai l'impression quand même que tout se passe un peu en nous, une fois qu'on vraiment s'accepte nous et qu'on se respecte nous, après, on va rencontrer des personnes avec qui ça va être très simple et avec qui ça va être très harmonieux et où il n'y a plus finalement toutes ces choses-là. Ces choses-là sont quand même
même le reflet de ce qu'on a en nous. Donc, si on est bien aligné en nous, harmonieux et tout ça, eh ben, y a plein de positifs qui va venir de façon vraiment inattendue. Vraiment, j'ai vécu vraiment ça de manière très spectaculaire, un peu en 2 étapes, mais là, depuis la création de Surdouessance, c'est vraiment spectaculaire et c'est ce côté-là qui… mais après, quand on est dans un cadre harmonieux comme ça et qu'on est vraiment très en accueil de soi et en accueil de l'autre, mais accueil de l'autre toujours dans le respect de soi en premier lieu, c'est-à-dire vraiment la base, c'est vraiment la relation avec soi, et ben après, on est dans une vie ou dans des interactions qui sont beaucoup plus nourrissantes, profondes et qui nous permettent d'expérimenter la sensibilité en fait de façon très positive et plus du tout dans les écueils qu'on peut connaître avant quand on est en insécurité, quoi, tout simplement. Tout à fait. Bon, ben on va clôturer cette interview. Alban, merci beaucoup pour ta générosité, pour tes réponses spontanées et qui viennent du cœur. Merci pour ce message d'amour que tu as véhiculé tout au long de l'interview. Et je recommande à tous de vous faire offrir ce magnifique livre, Main dans la main, vers un monde plus sensible, qui est magnifiquement écrit à 4 mains. La couverture est très bien choisie aussi avec, je montre sur la vidéo, ces petites mains. Voilà. Et ben, je serais ravie de te retrouver pour une autre occasion, Alban, et je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont intéressés par le sujet samedi pour la journée Surdouessance sur l'éducation. Merci Alban. Okay. Merci à toi, Nawel.